Donc effectivement, la transition énergétique est un sujet aujourd'hui dans notre quotidien. Il a été aussi beaucoup challengé par certains médias, mais pas que, en fin d'année. Il ne faut pas l'oublier, il y a aussi cette réglementation SFDR, donc ça c'est le seul acronyme que je vais prononcer, mais il y en a pléthore. Et c'est justement pour y voir un petit peu plus clair que je vais me tourner déjà vers vous. Léa, on va parler de SFDR, qui est quand même la loi dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance, hein. Mais par contre, pour vous, là, elle a une vraie vertu. Oui. Alors, on a vécu une vingtaine d'années depuis l'émergence de ce concept d'investissement responsable, on va dire, hein, même s'il est un peu plus ancien, mais on va dire depuis le début des années 2000, avec un flou artistique, faut pas se cacher, en matière de définition, de méthodologie, de pédagogie, enfin bon. Et ça a ouvert une voie très claire depuis 5 ans à beaucoup d'acteurs qui finalement n'étaient pas forcément présents sur le sujet, de par l'engouement de certains clients, mais aussi par la pression de la régulation, de se dire on va faire de l'investissement responsable, durable, le terme est toujours très large. Et quand on arrive dans cette situation où le marché s'accélère, la croissance est exceptionnelle, parce que clairement on a vécu une crise de croissance dans ce marché de l'ISR, sans règles, il y a des abus, il y a probablement des passagers clandestins, pour reprendre les termes économiques, et donc il y a évidemment la une des journaux qui commence. Et donc, vous l'avez tous vécu, certains acteurs ont souffert de ces contrôles qui n'existaient pas avant et qui ont mis à mal des pratiques, en tout cas communiquées en extérieur, qui n'étaient pas véritablement réelles. La SFDR, c'est ça, mais c'est un peu plus compliqué, c'est de dire stop, maintenant on signe la fin de la récré, il va falloir quand même un petit peu cadrer les choses. Et c'est une très bonne nouvelle de ce point de vue-là. Alors évidemment, quand le régulateur s'empare des sujets, en général, c'est très complexe, c'est très long. Hervé l'a dit, il faut que ça se vote, il faut que ça se signe, ça se rediscute. On en est en plein dedans et ça va durer au moins 5 ans parce que la SFDR, elle est entrée en vigueur en 2021, mais elle est véritablement entrée en vigueur d'un point de vue, je dirais, opérationnel là au 1er janvier, avec 1 an et demi pour l'ensemble des acteurs de la gestion d'actifs pour se mettre au carré, et c'était loin d'être suffisant. Et en introduisant, et je vais probablement conclure là-dessus parce que sinon on va y passer des heures, un concept qui pour moi est clé, et je suis persuadée qu'Hervé partage ce point de vue. On n'était pas tous vertueux et des fonds à impact. Donc il fallait faire une gradation. Et ça fait des années que la plupart des acteurs européens engagés le disent, parce qu'on a des labels, mais des labels qui sont sans distinction finalement de niveau d'exigence. Je parle pas de contrainte, je parle bien d'exigence. Et qu'il fallait avoir la possibilité de proposer aux clients une gradation dans ce qu'est un investissement responsable, durable, impact, qui permettent à chacun de s'y retrouver, de dire moi j'ai envie de faire quelque chose de très pur, très impact, avec des exigences fortes sur des secteurs, sur des pratiques de marché, etc. Et puis éventuellement des exigences un peu moins fortes, avoir des secteurs que je considère en transition, puis évidemment éventuellement rien faire du tout parce que ça m'intéresse pas. Cette gradation-là, elle était nécessaire. La SFDR l'a introduite avec des articles, les articles 8, les articles 8+, les articles 9, dont vous allez tous entendre parler. Et c'est une bonne chose parce que finalement après un énorme rétropédalage du marché sans surprise, les articles 9 sont très peu nombreux. Et c'est bien parce qu'en fait, la réalité du marché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui, depuis des années, font des articles 9, c'est-à-dire des fonds à impact pour 100% de leurs investissements. Et puis tout le reste va se décliner sur les articles 8 et les articles 8+, avec des niveaux, encore une fois, de gradation plus ou moins important. Nous, chez DNCR, on a fait le choix de la prudence parce qu'on a un profil différent de Mirova, parce qu'on est une société de gestion qui a adressé vraiment des types de stratégies différentes. Donc, on a 4 fonds, 4% de nos encours sur les articles 9, et ça nous paraît très sain. Et on imagine bien qu'à horizon 4-5 ans, on sera peut-être entre 5 et 10%. Mais finalement, le reste du marché, qui va probablement évoluer aussi au fur et à mesure du temps dans ses contraintes, existe chez nous et représente encore une majeure partie de nos investissements. En tout cas, plus de clarté selon les différentes gestions. Vous êtes d'accord du coup, puisqu'a priori c'est le cas sur ce partage. Peut-être une approche aussi pragmatique, parce que là on apprend aussi en marchant avec cette réglementation. Oui, non, alors complètement d'accord. Effectivement, chez Mirova, on ne fait que de l'investissement à impact et on est très heureux de la pédagogie qui va être liée à cette réglementation.
Et la réglementation avait commencé à faire le travail. C'est-à-dire à quoi ça peut servir une réglementation si c'est bien fait, c'est effectivement à structurer un peu le marché pour que les gens s'y retrouvent et à encourager la direction qui paraît répondre à des objectifs d'intérêt général, de politique publique, etc. Et donc, on avait vu la première version SFDR où effectivement les flux d'investissement se sont dit finalement avoir de la conviction environnementale et sociale, un peu d'impact, c'est intéressant, et donc les flux sont allés vers là, et on a commencé à avoir une structuration de marché. Là, il y a juste un petit warning et un appel à la Commission européenne. Un des dangers, évidemment, dans tout cet univers d'investissement à impact, c'était le greenwashing, quoi. Et alors là, j'ai un scoop. Il n'y a que du greenwashing. Voilà. Donc Mirova vous le dit, il n'y a que du greenwashing. C'est-à-dire, si je suis une ONG qui nie la réalité, je peux défendre que toute activité humaine, toute activité d'entreprise a des impacts négatifs sur l'environnement. Il n'y a pas vous respirez, vous émettez des gaz à effet de serre. Vous consommez des matières premières, oui. Toute activité humaine génère des impacts négatifs. Donc, si la réglementation se laisse embarquer par des ONG et un manque de compréhension de ce qu'est la réalité économique et la réalité du marché vers il faut absolument tuer tout risque de greenwashing, on n'aura plus de fonds article 9. Voilà. Et la réglementation aura raté son coche, puisqu'on va revenir avec finalement de se dire il n'y a plus d'article 9, c'est pas politiquement correct de faire des articles 6, donc il y a que des articles 8. En quoi ça éduque le marché? Il va falloir redire il y a du 8-, du 8 normal, du 8+. Écoutez, le 8-, le 8+, et le 8, c'était peut-être le 6, le 8 et le 9, c'est quand même plus simple. Voilà. Donc il va falloir faire cet aller-retour avec la réglementation, leur faisant comprendre que il faut quand même pas qu'on donne la caricature de ce que peut être la bureaucratie européenne et française, et prendre en compte un peu la réalité de marché dans l'implémentation de SFDR. Donc on est sur ces discussions-là aujourd'hui, c'est-à-dire d'une réglementation qui avait hésité entre je donne des directives à des pratiques de marché qui se mettent en place et on fait un aller-retour, et quasiment on devient normatif, prescriptif et on fait un label. Alors si SFDR doit se transformer en label, pourquoi pas, ça me paraît une bonne chose, mais dans ce cas-là, un label, ça se fait avec les acteurs, avec une gouvernance, ça se fait pas dans une commission européenne classée, avec des gens qui connaissent pas le marché. C'est moins connecté à la réalité. Oui, donc voilà, la réglementation SFDR, c'est... comme tous les acteurs économiques, on n'est pas fan de la réglementation, fondamentalement, mais c'est une bonne chose, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Léa, ça permet de structurer, etc. Et il faut se dire que c'est quelque chose avec lequel on va vivre de façon durable, c'est pas juste, il y a un effort là d'adaptation, il faut remplir tel papier pour tel client, etc. C'est structurellement, puisque le sujet de la transition environnementale est un sujet des décennies à venir, on va vivre avec cet aller-retour de réglementation, et donc il va falloir s'y mettre, il va falloir la comprendre, il va falloir discuter avec le régulateur, ça va être un effort de longue durée. Voilà. Par contre, j'appelle juste de mes voeux, tant est que ma petite voix à l'échelle européenne puisse peser, c'est de dire attention à garder une réglementation qui soit cohérente avec ce que le marché peut offrir. Alors justement, vous avez parlé d'article 9, 6, 7, là, 8+. Il n'y a pas 7, pardon. 8+, en tout cas. Alors, ça existe. Ça joue quelque part ailleurs. Enfin bon. Alors là, c'est l'exercice quasiment impossible, mais je vais vous demander, Léa, expliquez-nous. Expliquez-nous en quelques minutes ce à quoi correspondent ces articles. Oui. Je vais essayer de le faire de manière pédagogique, ça tombe bien, et surtout avec des exemples. Je vais commencer par l'article 8. L'article 8, c'est le plus facile. C'est quelque part dire, quand on investit dans une entreprise, on va s'intéresser à la manière dont elle prend en compte les enjeux environnementaux, sociaux, gouvernance, sociétaux, quel impact elle va avoir, positif ou négatif, mais surtout négatif, s'engager en tant que produit financier à publier justement un certain nombre d'informations pour que l'investisseur puisse avoir connaissance du profil de son fonds, et ça s'arrête à peu près là. Donc en fait, on est très proche de ce que l'on a appelé depuis assez longtemps de l'intégration ESG, pour faire simple. Quand on veut être 8+, là on introduit une notion qui va être encore plus importante pour les articles 9, c'est la notion d'investissement durable. Et ça, c'est la grande question qu'on s'est toujours posée. Pour caricaturer, est-ce que Total, c'est une valeur qui est ISR? Est-ce que LVMH, c'est une valeur qui est ISR? Est-ce qu'Iberdrola, c'est ISR? Là, on est un peu en train de cadrer, même si le terme existe dans la réglementation, mais il n'est pas défini. C'est la beauté de la réglementation, mais on sait que ça va venir. Un investissement durable,
c'est, de notre point de vue, et c'est assez consensuel sur la place, c'est une entreprise qui va quand même avoir une partie, toute ou partie de son activité qui contribue à des enjeux du développement durable. Contribuer à des enjeux du développement durable, c'est, pour faire simple, je produis de l'énergie à base de l'électricité à base d'énergie renouvelable, je contribue aux enjeux climatiques. Il faut pouvoir identifier dans l'activité d'une entreprise, qui peut être très multiple, si une ou plusieurs de ces activités ont cette contribution environnementale au sens de la taxonomie européenne, mais pas que, ça peut être élargi à d'autres domaines, évidemment, le social, etc. Mais en face de ça, il faut que je le fasse correctement. C'est-à-dire que si je produis de l'électricité à base d'énergie renouvelable, il ne faut pas que je le fasse en employant des enfants dans mon usine, en ayant finalement... Il faut une cohérence d'ensemble. Voilà. Donc il faut avoir une double vue, une entreprise qui a une contribution par son activité, donc c'est la partie produit, c'est l'output, et qui dans son comportement est responsable, à tout point de vue. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il va falloir cocher les cases. Laquelle et laquelle. Et c'est là où je vais reprendre mes 3 exemples, Iberdrola, LVMH et Total. Et c'est volontaire. LVMH, je commence avec celle-là. Vous avez beau tourner l'activité d'un groupe de luxe dans tous les sens, vous ne trouverez pas dans les produits et services qu'il vend quelque chose qui contribue aux enjeux du développement durable. Ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise responsable, ça ne veut pas dire que c'est pas une entreprise qui a pris en compte les enjeux du développement durable, mais factuellement, ils vendent des sacs à main. Donc, j'ai beau essayer de trouver un lien avec la démographie, la santé, l'alimentation, j'y arrive pas en fait. Donc, ça veut dire que les articles 8+, ils vont avoir la possibilité de dire, bah moi je vais quand même aller un peu vers ces entreprises d'impact parce que je trouve qu'elles sont intéressantes, mais je vais pas faire que ça parce que j'ai besoin d'une diversification. J'ai besoin d'aller vers des acteurs qui font autre chose. Et ils sont très nombreux les secteurs qui sont concernés. Vous pouvez passer là-dedans les médias, la publicité, les télécoms. Enfin, il y a énormément de secteurs et on va pas parler que du charbon, du pétrole, de l'extraction minière. Donc les articles 8+ vont se fixer des seuils plus ou moins importants. Le marché s'est accordé sur quelque chose d'assez light aujourd'hui, précisément parce que les définitions sont un peu compliquées. Et puis progressivement, je pense qu'on verra les articles 8 avec des engagements assez forts, peut-être 30, 40, 50% d'entreprises qui ont un impact, et puis le reste dans de la diversification, tout en gardant l'approche, évidemment, j'intègre les enjeux de développement durable au sens large. Et ben le 9, c'est 100%. C'est tout, c'est simple. Et pourquoi c'est important que ce soit 100%? Il n'y avait pas de définition ni de seuil au départ, mais c'est le seuil sur lequel tout le monde s'accorde. Parce qu'il y en a marre, pour faire simple, d'avoir des fonds où aujourd'hui vous pensez que vous faites de l'impact et en fait il y a 10-15% restants où on a pu faire toute autre chose et à la fin quand le client ouvre le portefeuille il se dit mais je comprends pas très bien ce que fait cette entreprise. Non mais ça c'est ma poche opportuniste, diversification temporaire parce que il faut que je fasse un peu ces secteurs en ce moment. Non. Un article 9, il doit être pur. C'est ça le sens de la réglementation. Et donc, cette définition de l'investissement durable, elle va être fondamentale, elle va évoluer. Il va falloir s'engager en tant qu'acteur de la gestion d'actifs qui veulent se conformer à ces règles, à évoluer avec cette réglementation au fur et à mesure de sa clarification. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça a été... Non, mais voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, ça l'a été pour moi.